Le jeu est un support, et le support remarquable au niveau de la symptomatologie des enfants, qu'elle soit quelque chose de positif ou qu'elle soit inquiétante. Ou... En tout cas, c'est un bon vecteur relationnel, on va le dire comme ça. Un enfant qui joue pas, un enfant qui joue toujours au même jeu, un enfant qui joue à la guerre, par exemple. Il peut jouer à la guerre pour, et c'est quelque chose que l'on voit fréquemment, pour s'approprier une angoisse terrible et faire quelque chose de son jeu. Donc le jeu n'est pas en tant que tel inquiétant, il est inquiétant s'il répète. Si vous voyez votre enfant toujours avec la même thématique, et bloqué sur la même thématique, et répéter, et être très anxieux, être très mal après son jeu, c'est un jeu traumatique. Donc, ou un enfant qui ne joue plus. Donc un enfant qui est triste, souvent, ça passe par le jeu. J-E-U-X et J-E aussi. Vous l'avez mentionné, et vous le dites très bien dans le livre. D'ailleurs, ça m'a marqué quand vous l'écrivez, qu'on vit dans une société très anxiogène. Les contextes actuels géopolitiques, vous l'avez dit, climatiques, où il y a aussi une abondance de l'information qui fait qu'on est bombardé en permanence par des catastrophes ou des conflits, pèsent sur l'adulte. Ça a quoi comme conséquence sur nos enfants ? Alors, les conséquences, elles sont multiples. Un adulte qui est stressé, c'est facteur de stress. Vous ne pouvez pas allumer la télévision, la radio. Tout est sous le prisme de la catastrophe. Même la météo. La France est coupée en deux. Le discours du président, il faut réarmer la fertilité. Oui, d'accord, on aurait peut-être pu le dire de façon un petit peu plus sympathique. Devenir parent, c'est chouette, quoi. Qu'on mobilise les moyens pour permettre une meilleure, je sais pas, fécondité, ou en tout cas, mais réarmer, on voit bien le vocabulaire qui est utilisé à tout niveau. Je cite cet exemple, mais à tout niveau, est un vocabulaire extrêmement traumatogène. Donc du coup, ça crée un état d'insécurité. Et l'enfant, il a besoin de l'adulte pour se sentir sécurisé, protégé, valorisé. Et si l'adulte n'est pas disponible parce qu'il est lui-même stressé, angoissé, il est moins réceptif à son enfant. Et on peut le vivre au quotidien. Quand on a passé une chouette journée, que tout va bien, on est heureux, on est patient, on est disponible, notre enfant nous raconte des trucs, on va prendre le temps de l'écouter. Mais si on a une journée vraiment pénible, difficile, on est beaucoup moins accessible à notre enfant. Comment est-ce qu'on décèle la souffrance d'un enfant, à part le fait de voir jouer ou arrêter de jouer ? Parfois, c'est difficile, en tant qu'adulte, de le voir. C'est difficile, surtout si on ne se représente pas le fait que notre enfant puisse souffrir. C'est-à-dire que si j'ai intégré le fait que mon enfant, c'est pas un mollusque décérébré, et que dès qu'il est bébé, enfin même in utero, il perçoit, il capte des choses et il peut être blessé psychiquement, je vais être attentif. Sinon, je serais dans le déni, puisque pour moi, c'est même pas représentable. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Après, ce qui peut être une ligne de repère, on peut appeler ça comme ça, c'est le fait que notre enfant qui souffre va souvent manifester, quels que soient les âges, une sorte de rupture dans son comportement. Comme il y a sa ligne de vie, il y a une sorte de rupture ou de fracture. Tout d'un coup, il est plus le même. Alors ça peut être brutal, il est tombé, il se met à pleurer, il a cassé son ballon, il hurle, là, tout de suite je le vois que ça va pas. Mais certaines fois c'est plus ténu, et j'en parle dans le livre, c'est beaucoup plus complexe parce que les enfants peuvent être hyper adaptés ou avec des troubles qu'on appelle internalisés, beaucoup moins visibles. Donc pour le parent, il a beau être attentif, le parent, il a beau faire tout ce qu'il peut pour prêter justement, se mobiliser par rapport aux réactions de son enfant, mais il y a des situations où l'enfant ne va pas montrer. Mais le parent, si l'événement, on va prendre un exemple, si l'événement, le parent sait que l'enfant a vécu quelque chose de compliqué, il peut l'interpeller, mais s'il ne le sait pas, il ne peut pas le deviner. Par exemple, si l'enfant est harcelé à l'école, mais qu'à la maison, il est hyper adapté, comme si de rien n'était, en apparence, ils sont très forts, en apparence, tout va bien, le parent ne peut pas le deviner. Donc, il ne va pas interpeller l'enfant par rapport à ça. Lui, il voit que son enfant a l'air de bien aller. Et l'enfant peut être hyper adapté en faux self. Par contre, une autre situation, si mon enfant a perdu un grand-père ou un proche, je sais qu'il est endeuillé et qu'il joue comme si de rien n'était. En tant que parent, je peux aller vers lui en lui disant « Tiens, je pense à papy qui est mort, puis je te vois, tu joues, tu regardes la télé. J'ai l'impression que c'est comme si tu n'avais pas de chagrin, mais c'est peut-être ta façon à toi de manifester ta détresse. C'est-à-dire que si je sais pas, je peux pas savoir, par principe. Mais par contre, si je sais que l'enfant a vécu quelque chose de compliqué, là, je peux plus facilement aller vers lui. Mais ça veut dire d'être
en phase avec le fait qu'un enfant peut souffrir. Et vous dites qu'il y a encore une partie de la population qui se représente un enfant comme un être qui n'est pas connecté à ses émotions, ou en tout cas qui n'est pas capable de ressentir ça. Oui, on a fait beaucoup de progrès sur la reconnaissance de la souffrance physique. Jusque dans les années 75-80, il n'y avait pas d'anesthésie pour les enfants, ce qui paraît absolument hallucinant aujourd'hui, parce qu'il y avait cette idée, et c'était juste physiologiquement, que le cerveau n'étant pas mature, ne pouvait pas souffrir. Sauf qu'on a bien vu que c'était pas vrai du tout, et d'enfants qui mouraient de détresse et de souffrance physique. Donc on sait très bien que c'était pas vrai, mais n'empêche qu'il a fallu attendre beaucoup de progrès médicaux pour reconnaître la réalité de la souffrance physique chez l'enfant. La souffrance psychique, ça reste un angle mort véritablement dans la prise en charge des enfants, parce qu'on reste beaucoup avec cette idée, parents, professionnelle, que l'enfant est trop petit pour comprendre, que l'enfant n'a pas la maturité cognitive, que l'enfant va oublier. Donc cette idée qui nous rassure que l'enfant ne serait pas touché. Donc surtout chez les petits. Donc la détresse, la souffrance, le besoin de consolation des enfants, des bébés, on a du mal à se dire que oui, que l'enfant peut en avoir besoin. Pourquoi est-ce qu'en tant que parent, on a parfois ce réflexe de dire « c'est rien, ça va aller, passe à autre chose ». Parce qu'on se rassure soi-même. C'est insupportable quand on est parent de voir son enfant qui souffre. C'est intolérable de se dire « mince, j'ai pas pu empêcher qu'il tombe, j'ai pas pu empêcher qu'il soit agressé, j'ai pas… » Alors quand c'est notre enfant, c'est une vraie souffrance de voir son enfant souffrir. Si on est un parent normopathe, attentif à son enfant, si on est complètement à côté et maltraitant, c'est autre chose. Mais un parent va partir du principe que le parent il est bienveillant. Voir son enfant souffrir, c'est terrible, quoi. Quand son enfant pleure, il a mal. On a mal pour lui. Donc il y a cette caisse de résonance de l'enfant vers le parent, et on préfère se rassurer en disant non, c'est pas si grave, et on va banaliser ou essayer de réassurer, surtout pour se rassurer soi-même. Et les phrases qui sont vraiment à proscrire, mais qu'on va formuler dans la situation d'urgence, ça va, t'inquiète pas, ça va aller, je suis là, tout va bien, c'est fini. Sauf que pour l'enfant, c'est pas forcément fini. Donc dans le livre, j'explique comment aborder ces situations-là pour ne pas banaliser ou dénier la souffrance de l'enfant. Il n'y a rien de pire pour un adulte, mais pour un enfant en particulier, qui pleure, qui va mal, qui souffre, que d'avoir quelqu'un qui lui dit même pas mal, quoi. C'est pas grave. Ou arrête de pleurer, ou ne t'inquiète pas, il n'y a pas à s'inquiéter, faut c'est qu'il rien. Soit fort, faut qu'il rien. soit… Alors bon, il y a les repères éducatifs, mais dénier ça, c'est redoutable, parce que ça coupe le lien de confiance avec le parent. Vous dites qu'il y a un paradoxe étonnant dans notre société. Je vous cite, notre société ne s'est jamais autant occupée de l'enfance et des enfants, tout en n'ayant jamais semblé aussi impuissante et déroutée par cette période de la vie. Oui, on a d'innombrables études sociologiques, psychologiques, neurologiques, enfin pédiatriques sur le développement de l'enfant. Donc, on connaît l'enfant. C'est pas comme il y a un siècle, on commençait tout juste à faire attention à lui. On le connaît, on connaît les conséquences sur son développement, par exemple, quand il souffre. Tout ça, on sait. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont connues, mais on a l'impression qu'il y a un accordage qui ne se fait pas entre les connaissances et l'émotionnel. On sait beaucoup de choses, mais la reconnaissance de l'enfant dans sa souffrance, on voit que ça reste encore compliqué. Il manque une étape, c'est ça? Il y a encore ce gap-là. Il y a un cran, il y a un accrochage qui se fait pas ou qui se fait mal, et on peut se demander pourquoi, parce qu'on a toutes les connaissances. Par exemple, sur la question du deuil de l'enfant. On sait que les enfants sont impactés par le deuil, on sait qu'ils sont blessés par le deuil. Alors, il y a il y a une quantité d'albums jeunesse qui existent, il y a beaucoup de choses qui existent pour les parents, heureusement, pour servir de support. Mais on a toujours, par exemple, au milieu scolaire, un enfant qui a perdu… Moi, j'ai des petits patients qui ont perdu leurs parents, qui sont orphelins, qui sont petits. La maîtresse, au bout de 15 jours, 3 semaines, elle ne comprend pas pourquoi l'enfant se met à pleurer. Oui, son père est mort, mais quand même. Oui, mais 3 semaines, c'est tout récent, quoi. Donc, il y a ce décalage-là, en fait. Il y a la connaissance théorique, mais pour faire le lien avec la pratique, il faut encore ramer. Et ça renvoie toujours à cette impuissance qu'on a face à l'enfant, où on voudrait accélérer pour le soulager et faire en sorte qu'il n'y ait plus cette souffrance et lui enlever. Donc, oui, faire comme si ça n'existait pas avec des œillères, c'est plus facile. C'est plus facile à court terme.
Oui. Plus facile à court terme, mais à long terme, l'enfant va nous en vouloir. C'est plus facile à court terme parce que ça nous protège aussi nous. C'est-à-dire quand notre enfant souffre, il y a quelque chose qui nous réactive nous-mêmes dans notre propre souffrance, dans l'enfant qu'on a été, dans les parents qu'on a eu ou qu'on n'a pas eu, parce que des fois les parents c'est pas forcément simple, et du coup on n'est pas forcément disponible pour l'enfant. Alors concrètement, vous dites que c'est un art de consoler. Ça se manifeste comment? Qu'est-ce que une consolation réussie? Vous dites qu'il n'y a pas de mode d'emploi, donc qu'est-ce qu'on peut retenir en tout cas? Alors en quelques mots, c'est d'être là avec son enfant, d'être avec lui. Que ça soit notre enfant, que ça soit un enfant dont on s'occupe en tant que professionnel, d'être avec lui. Alors oui, je dis que c'est l'art de l'infinie délicatesse. C'est pourquoi un art? Parce que à chaque fois, il faut s'ajuster. Vous avez votre enfant qui a une peine d'amour parce que son petit copain, sa petite chérie, son amoureux, il est plus son amoureux. Le lundi, vous le prenez dans vos bras, ça le réconforte. Le même enfant, le même sujet le mardi, vous le prenez dans vos bras, il vous jette. C'est violent quand même pour les parents. Donc ça nécessite en permanence de... pour ça que je dis que c'est de l'art. Il n'y a pas de... Ce qui fonctionne bien avec l'un fonctionnera pas avec l'autre. Ce qui fonctionne avec l'un le lundi, le mardi, ça fonctionnera plus. Donc à chaque fois, il faut essayer d'aller avec l'enfant en disant, voilà, je vois que tu es triste ou j'ai l'impression que tu es triste. Est-ce que tu accepterais d'en parler? Est-ce que tu voudrais en parler? Ou je suis là? Est-ce que je peux te faire un câlin? De ne pas forcer l'enfant à faire un câlin. Parce que consoler, souvent les adultes pensent qu'il suffit de prendre dans les bras, de faire des bisous, des câlins. Il y a plein d'enfants qui n'aiment pas les bisous, les câlins. Et il y a plein d'enfants qui vont être rassurés et d'autres pas. Donc quand on ne sait pas, l'art du consolateur, entre guillemets, c'est de se remettre en cause et de se dire qu'à chaque fois, c'est une nouvelle aventure. Mais c'est être avec. S'il y a un mot, c'est être avec l'enfant.